L'autoroute s'étendait à l'infini devant moi, les lignes jaunes discontinues se brouillant dans ma vision périphérique alors que je luttais pour garder les yeux ouverts. 3 semaines, 21 jours de salle de conférence, de dîner avec des clients et de lits d'hôtel qui sentaient le détergent industriel. Le projet de consultation à Denver avait été un cauchemar. Une start-up technologique en faillite dont les fondateurs n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les décisions commerciales les plus élémentaires. Mon téléphone vibra contre le siège passager. Le nom d'Emily illumina l'écran. Tu me manques, mon cœur. J'ai hâte à demain soir. Demain soir. Elle pensait que je rentrais jeudi, mais j'avais réussi à conclure plus tôt. La surprise de la voir s'illuminer en me voyant franchir la porte ce soir en valait la peine. Mon Dieu, comme elle me manquait. La façon dont elle se blottissait contre moi sur le canapé me manquait. Ces terribles chansons sous la douche me manquaient. L'odeur de son parfum sur mes chemises me manquait. Je me garais sur le parking de l'épicerie. D'abord les fleurs, ces roses blanches qu'elle aimait tant, celles qui lui rappelaient notre bouquet de mariage. Puis le rayon des vins, un Cabernet CIS 2019, le même millésime que nous avions partagé pour notre 5e anniversaire l'année dernière. Les rues familières de notre quartier m'accueillirent. Notre maison se trouvait au bout de l'impasse, une modeste maison coloniale à 2 étages avec les volets bleus qu'Emily avait insisté pour peindre l'été dernier. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Une BMW argentée était garée dans notre allée, une que je ne reconnaissais pas. Mon estomac se noie. La Honda d'Emily était là aussi, garée près du garage. La BMW était stationnée derrière elle, la bloquant. La maison était sombre, à l'exception de la fenêtre de la chambre à l'étage. Notre chambre. Une lueur chaude vacillait contre les rideaux. La lueur de bougie, peut-être. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Emily, appelai-je. Chérie, je suis rentré plus tôt. Silence. Je posai les fleurs sur le comptoir de la cuisine, le vin à côté. Mes pieds trouvèrent les escaliers automatiquement, la mémoire musculaire me guidant vers notre chambre. Chaque marche semblait plus lourde que la précédente. Un son parvint de l'étage. Doux, rythmé. La voix de ma femme, mais elle n'appelait pas mon nom. Mes mains bougèrent sans que j'en aie conscience, sortant mon téléphone et activant la caméra. L'ingénieur en moi reprit le dessus. Le même esprit méthodique qui avait bâti ma carrière en résolvant des problèmes par une observation et une documentation minutieuse. Je poussai la porte de la chambre juste assez pour voir à l'intérieur. Emily était nue, ses cheveux sombres étalés sur nos oreillers. Au-dessus d'elle, tout aussi nu, se trouvait Colin Morrison, mon patron, l'homme qui m'avait envoyé à Denver pour 3 semaines. Ils étaient si absorbés l'un par l'autre qu'ils ne me remarquèrent pas dans l'embrasure de la porte. J'enregistrais tout. La vidéo était claire, sans ambiguïté, mais je gardais le téléphone stable, capturant non seulement la trahison physique, mais l'intimité qui me blessait plus profondément que n'importe quel simple acte sexuel. J'ai hâte qu'il soit de nouveau en voyage, dit Emily, son doigt traçant des cercles sur le torse de Colin. Ces 3 semaines ont été le paradis. Le projet de Denver était un timing parfait, répondit Colin. Je devrais peut-être l'envoyer à Seattle le mois prochain. Il parlait de moi comme si j'étais un inconvénient, un problème à gérer. Emily mentionna de changer les serrures, au cas où. Colin rit et suggéra qu'il pourrait organiser des dîners ici. Inviter des gens du bureau qui n'étaient pas au courant de leur relation. Je reculai de la porte, mon téléphone enregistrant toujours. 23 minutes de vidéo. Leur voix était claire, leur visage identifiable. Aucune ambiguïté, aucune place pour l'explication ou le déni. La chose la plus intelligente à faire était de rassembler d'abord des informations. Emily et Colin planifiaient cela depuis des mois, peut-être plus longtemps. Je devais savoir jusqu'où allait la trahison avant de les confronter. Ils avaient tout prévu. Chaque détail planifié, chaque éventualité couverte, sauf une chose qu'ils n'auraient pas pu anticiper. J'étais déjà à la maison. Je m'assis dans la chambre d'amis pendant 47 minutes, écoutant ma vie se désintégrer à travers les murs. Pendant ces 47 minutes, je cataloguais tout ce que j'avais observé. La façon dont Colin se déplaçait dans ma maison comme s'il en était le propriétaire. L'intimité décontractée qui témoignait d'une routine, d'un confort construit au fil du temps. Ce n'était pas une liaison. C'était une relation. J'ai bâti ma carrière sur la résolution de problèmes complexes en les décomposant en éléments gérables.
Cette situation n'était pas différente. J'avais des preuves. J'avais des motifs légaux. J'avais l'élément de surprise. Ce que je n'avais plus, c'était l'homme que j'étais quand j'étais parti pour Denver 3 semaines plus tôt. Cet homme était mort. La douche s'arrêta. J'entendis des pas dans le couloir, puis j'ouvris la porte de la chambre d'amis. Colin était maintenant habillé, portant ses chaussures. Il se figea en me voyant, son visage passant par la confusion, la reconnaissance et la terreur. « Daniel », sa voix se brisa. « Mon Dieu, je pensais que tu rentrais demain. » « En effet », répondis-je. C'est l'impression que j'avais aussi. Émilie apparut derrière lui, enveloppée dans le peignoir en soie que je lui avais acheté pour Noël. Son visage devint blême en me voyant. « Depuis combien de temps ?» demandai-je, ma voix parfaitement calme. Colin redressa les épaules, se préparant à prendre le contrôle. « Daniel, écoute. C'est compliqué. » Je levai mon téléphone. La vidéo était en pause sur un plan net de deux ensemble. En fait, c'est assez simple. Le sang quitta le visage de Colin. Émilie émit un son étranglé. « Tu ne peux pas », commença Colin. « Je ne peux pas quoi ? Documenter ce qui se passe dans ma propre chambre ? » Émilie retrouva sa voix. « Daniel, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi ? Que tu couchais avec mon patron pendant que je travaillais pour nous faire vivre ? Que vous prévoyiez de changer les serrures ? » Les mots sortirent, plats, sans émotion. À l'intérieur, quelque chose hurlait, mais ma voix restait stable. Colin s'avança, la mâchoire serrée. « Tu dois effacer cette vidéo, Daniel. Je peux te rendre les choses très difficiles professionnellement. » Ma réputation, je ris. Tu es dans mon couloir à moitié habillé après avoir couché avec ma femme dans mon lit et tu menaces ma réputation. Fais attention à ce que tu dis, Daniel. Sinon quoi ? Tu vas me virer ? Je secouai la tête. Colin, je crois que tu ne vois pas la situation dans son ensemble. Il s'approcha, les poings serrés. Tu dois effacer cette vidéo et te taire, pour le bien de tout le monde. Pour le bien de tout le monde ou pour ton bien ? C'est alors qu'il me bouscula, ses deux mains contre ma poitrine. C'était exactement ce que j'attendais. L'agression physique me donnait une couverture légale pour ce qui allait suivre. J'avais passé 3 semaines dans les salles de sport des hôtels à évacuer ma frustration. Colin était mou, comme le deviennent les hommes qui réussissent lorsqu'ils cessent de se soucier des défis physiques. Ma main droite l'atteignit au plexus solaire. Ma gauche remonta sous son menton. Il chancela en arrière, heurta le mur et glissa jusqu'à genoux. Émilie hurla, « Daniel, arrête !» Mais je n'allais pas m'arrêter. 4 ans à être son subordonné, à ravaler sa condescendance. Tout cela se déversa en une fureur contrôlée. Je l'attrapai par sa chemise et le remis sur pied, puis je lui enfonçai mon genou dans l'estomac. « Tu veux me menacer ?» demandai-je, le forçant à me regarder. « Tu veux me rendre les choses difficiles ?» Du sang coulait de son nez. Émilie pleurait, me suppliant d'arrêter. « Tu me rends les choses difficiles depuis des mois », continuai-je. « Tu m'envoies en déplacement pour pouvoir coucher avec ma femme, tu planifies tes soirées romantiques dans ma maison, en riant de tout ça. » Je le frappai à nouveau, cette fois dans les côtes. « Tu pensais que j'étais stupide, Colin ?» Je le traînai vers les escaliers, ses jambes le soutenant à peine. À la porte d'entrée, je le poussai dehors sur le porche. « Sors, dis-je simplement. » Et ne reviens pas, Colin tituba jusqu'à sa BMW, laissant des gouttes de sang sur l'allée. La lumière du Porsche des Henderson s'alluma de l'autre côté de la rue. Madame Chen se tenait à la fenêtre de sa chambre. Le lendemain matin, tout le quartier serait au courant. Je me retournai vers Émilie. « Depuis combien de temps ?» demandai-je à nouveau. « 6 mois, murmura-t-elle. Ça a commencé à la fête de Noël de l'entreprise. Fais une valise, dis-je. Tu pars ce soir. Elle hocha la tête et disparut à l'étage. J'appelai le numéro d'urgence de mon avocate. Sarah, c'est Daniel Cross. J'ai besoin de demander le divorce dès demain matin. Daniel, il est presque minuit. Que s'est-il passé? J'ai des preuves vidéo de ma femme commettant l'adultère avec mon patron dans ma maison. Je serai à mon bureau à 8 heures, dit-elle. Ne supprime rien. Après le départ d'Émilie avec sa valise,
je m'assis seul dans mon salon. La vidéo était toujours là. 23 minutes de preuve qui allaient tout changer. Je la téléchargeais sur 3 services de stockage en cloud différents. Colin Morrison pensait qu'il pouvait me menacer, qu'il pouvait m'intimider pour me faire taire. Il était sur le point d'apprendre à quel point il avait tort. Le cabinet de Sarah Miller occupait le 15e étage d'une tour de verre du centre-ville. J'y étais allé une fois auparavant, 3 ans plus tôt, quand Émilie et moi avions mis à jour nos testaments. L'ironie ne m'échappa pas. Nous nous étions assis dans ces mêmes fauteuils, main dans la main, planifiant un avenir qui nous incluait l'un l'autre. Maintenant, Sarah était assise en face de moi, son ordinateur portable ouvert, un bloc-notes couvert de notes. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 35 ans, avec l'intelligence vive de quelqu'un qui s'était hissé au sommet d'une profession compétitive. La vidéo est sans ambiguïté, dit-elle en examinant les images. Visage clair, audio clair, horodatage. Cela établit l'adultère au-delà de tout doute raisonnable. J'acquiesçai, la regardant prendre des notes. Elle avait été clinique dans son examen, avançant rapidement les moments intimes pour se concentrer sur la conversation qui suivait. La véritable valeur ne réside pas seulement dans l'adultère, poursuivit Sarah. C'est la préméditation. Ce n'est pas une erreur d'un soir, c'est une tromperie continue. Les commentaires d'Émilie sur le changement des serrures, la mention par Colin de futurs voyages d'affaires. Ils discutent de votre emploi du temps comme s'ils planifiaient autour d'un obstacle. Et l'angle professionnel ? L'expression de Sarah devint plus acérée. C'est là que ça devient intéressant. Colin Morrison est votre superviseur direct, n'est-ce pas ? Et il a manipulé vos affectations de travail pour faciliter sa liaison. Le projet de Denver devait durer 2 semaines. Il l'a prolongé à 3 à la dernière minute. Mais d'après ce que j'ai entendu, il l'a prolongé pour qu'ils aient plus de temps ensemble. Abus d'autorité, harcèlement au travail, manquement à l'obligation de fiduciaire, Sarah prit des notes rapides. Votre entreprise a des politiques contre les relations entre superviseurs et subordonnés. Oui, et certainement contre les superviseurs qui manipulent les affectations à des fins personnelles. Ce n'est pas seulement une affaire de divorce, Daniel. C'est un scandale d'entreprise qui ne demande qu'à éclater. Elle se pencha en arrière. Colin Morrison a créé de multiples vulnérabilités juridiques. L'adultère nous donne des motifs pour votre divorce, mais son comportement au travail nous donne des motifs pour bien plus. Quel genre de bien plus ? Licenciement abusif s'il vous renvoie. Harcèlement au travail. Infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Selon la profondeur de l'affaire, peut-être même une action collective. Sarah sortit un dossier. J'ai fait des recherches sur Colin Morrison ce matin. Marié depuis 12 ans, 2 enfants. Sa femme est Sarah Morrison, infirmière pédiatrique à l'hôpital pour enfants. Vous pensez qu'elle devrait savoir ? Elle a le droit de savoir. Plus important encore, si elle demande le divorce en invoquant l'adultère, cela corrobore votre cas. 2 victimes de la même liaison. Les pièces du puzzle se mettaient en place. L'arrogance de Colin avait créé un enchevêtrement d'expositions juridiques qui s'étendait bien au-delà de l'indiscrétion professionnelle. Il avait utilisé sa position pour manipuler mon emploi du temps, violer la politique de l'entreprise et détruire l'éthique professionnelle de base. Et pour Émilie, financièrement ? Elle a droit à très peu. La preuve de l'adultère nous permet de plaider pour une plus grande part des actifs en raison de sa mauvaise conduite. Plus important encore, cela l'empêche de réclamer une pension alimentaire. Sarah me tendit un document. Ceci est une ordonnance restrictive. Elle empêche Émilie d'entrer dans la maison, d'accéder au compte joint ou de disposer des biens. Je l'ai déjà déposé. C'est rapide. Quand quelqu'un m'apporte des preuves vidéo d'adultère, je ne perds pas de temps. Elle étudia mon visage. Comment tenez-vous le coup ? Je suis en colère, mais j'ai aussi les idées claires. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Très bien. Mais la vengeance a un coût. Êtes-vous prêt pour cela ? Je pensais à l'homme que j'étais 3 semaines plus tôt, conduisant vers Denver avec la tête pleine de plans d'affaires et le cœur rempli d'amour. Cet homme avait disparu. Je suis prêt, dis-je. Sarah afficha un modèle sur son ordinateur portable. Ce n'est pas juste une démission. C'est une bombe nucléaire d'entreprise. Nous allons tout documenter. Le harcèlement au travail, l'abus d'autorité, la manipulation de vos affectations.
Qui en reçoit des copies? Tout ce qui compte. Les ressources humaines, le conseil d'administration, le PDG, les chefs de département, les clients clés. Nous allons rendre cela public d'une manière qui forcera l'entreprise à prendre des mesures immédiates. Elle m'expliqua comment mes preuves pourraient être utilisées non seulement pour la procédure de divorce, mais aussi pour des plaintes de harcèlement au travail, étant donné la position de pouvoir de Colin. Les images créaient un cas en béton qui forcerait Morrison Industries à choisir entre protéger Colin et se protéger eux-mêmes. La responsabilité de l'entreprise l'emporte sur la loyauté personnelle, à chaque fois, dit Sarah. Elle me tendit une copie imprimée de la lettre de démission. 12 pages de mauvaise conduite soigneusement documentées. Chaque allégation étayée par des preuves et des témoignages. Cela se lisait comme un acte d'accusation. Quand soumettons-nous cela? Demain matin. Je veux d'abord me coordonner avec mon contact au service juridique de Morrison Industries. Je me levai pour partir, puis me retourner. Sarah, quand cette lettre sera envoyée, il n'y aura pas de retour en arrière. La carrière de Colin est terminée. Son mariage est probablement terminé et la vie d'Emily est sur le point de devenir très compliquée. Oui. Avez-vous des doutes? Je pensais à la vidéo. Le rire d'Emily alors que Colin lui chuchotait à l'oreille. Leur discussion désinvolte sur mon emploi du temps comme si j'étais un problème à gérer. Les menaces de Colin dans mon couloir. Non, dis-je. Je n'ai pas de doute. Sarah sourit. Bien. Parce que ce qu'ils vous ont fait est impardonnable. Ils ne peuvent pas détruire votre vie et s'en tirer comme si de rien n'était. Colin Morrison se croyait intouchable. Emily pensait qu'elle pouvait manipuler la situation avec des larmes et des excuses. Ils étaient tous les deux sur le point d'apprendre que l'homme calme et docile qu'ils avaient trahi n'existait plus. Je me suis réveillé à 5h30, mon horloge interne précise. Malgré tout ce qui avait changé, la maison semblait différente. Plus grande, plus vide. L'absence d'Emily était palpable dans la tasse de café inutilisée, l'assiette unique dans le lave-vaisselle, le silence là où sa routine matinale aurait dû être. J'ai fait du café et j'ai relu la lettre de démission une dernière fois. 12 pages de mauvaise conduite documentées. Chaque paragraphe un missile juridique soigneusement construit visant la carrière de Colin Morrison. Sarah l'avait rédigé avec une précision chirurgicale. Chaque allégation étayée par des preuves. À 8 heures précises, j'ai reçu le texto de Sarah. Colis livré au service juridique de Morrison Industries. Réunion du conseil d'administration prévue à 9h30. Exécuté à 9h45. Le timing était crucial. Le contact de Sarah avait reçu des copies à l'avance, leur donnant 30 minutes pour comprendre leurs responsabilités avant que l'histoire ne devienne publique. À 9h45, il serait en mode de crise, se dépêchant de se protéger. Je me suis douché et j'ai enfilé mon plus beau costume, le gris anthracite que j'avais porté à ma cérémonie de promotion il y a 2 ans. Si je devais détruire ma carrière, je voulais avoir l'air professionnel en le faisant. À 9h30, je me suis assis dans mon bureau à domicile et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La lettre de démission était prête à être envoyée. Adresse email vérifiée, membre du conseil d'administration, chef de département, client clé, personnel des RH, tous ceux qui comptaient recevraient l'histoire complète en quelques minutes. Mon téléphone a vibré avec un appel de Colin. J'ai laissé la messagerie vocale se déclencher, puis j'ai écouté. Daniel, il faut qu'on parle. Ne fais rien de stupide. Rappelle-moi immédiatement. Le désespoir dans sa voix était indubitable. Trop tard. À 9h45 précise, j'ai cliqué sur envoyer. Les emails sont partis simultanément à 47 destinataires. 12 pages de mauvaise conduite documentées, étayées par des preuves vidéo, des déclarations de témoins et un calendrier complet. L'objet du message était « Démission officielle et documentation de harcèlement au travail ». Je me suis penché en arrière et j'ai attendu. La première réponse est arrivée en moins de 3 minutes, une réponse automatique du bureau du PDG. La deuxième des RH, demandant une réunion immédiate. La troisième du président du conseil d'administration, Monsieur Cross, veuillez contacter mon bureau immédiatement. Mon téléphone a commencé à sonner. Colin, puis Emily, puis des numéros que je ne reconnaissais pas. Je les ai tous ignorés, regardant l'explosion numérique se dérouler. À 10h15, Sarah a appelé. C'est fait. Morrison Industries a licencié Colin Morrison avec effet immédiat.
La sécurité est en train de l'escorter hors du bâtiment. J'ai ressenti une froide satisfaction. Et la réponse de l'entreprise. Coopération totale avec toute procédure judiciaire. Il le sacrifie pour se protéger. Le conseil se réunit en session d'urgence pour le contrôle des dégâts. Et Émilie? Le téléphone de la femme de Colin sonne depuis ce matin. Elle a reçu une copie de la preuve vidéo. Elle demande le divorce cet après-midi. Je me suis dirigé vers ma fenêtre, regardant la rue de banlieue tranquille. Madame Chen travaillait dans son jardin, la même routine qu'elle maintenait depuis 5 ans. La normalité semblait surréaliste. Daniel, la voix de Sarah me ramena à la réalité. Morrison Industries vous propose une indemnité de départ. Salaire complet pendant 6 mois, assurance maladie pendant 1 an, et un généreux accord de non-divulgation. Ils veulent acheter mon silence. Ils veulent limiter l'exposition. Vu les circonstances, nous sommes en position de négocier. Contre-offre, dis-je. Salaire complet pendant 12 mois, avantages sociaux pendant 2 ans, et pas d'accord de non-divulgation. Sarah rit. Je les appelle. À 11h30, on sonna à ma porte. Colin Morrison se tenait sur mon porche, le visage pâle et défait. Il portait toujours son costume, mais sa cravate avait disparu et sa chemise était froissée. Le Golden Boy de l'entreprise avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 2 heures. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. « Qu'est-ce que tu veux, Colin ? » « Tu as détruit ma vie, dit-il, la voix creuse. 20 ans à construire ma carrière. Parti en une matinée. J'ai documenté ta mauvaise conduite. Tu as détruit ta propre vie. Ma femme demande le divorce. Mes enfants ne me parlent plus. Je suis professionnellement blacklisté. Il leva des yeux désespérés. Est-ce que ça en valait la peine ? Ta vengeance valait-elle la peine de détruire ma famille ? Je pensais à ses 2 enfants. Innocents dans ce gâchis. À sa femme Sarah, qui devrait se reconstruire en tant que mère célibataire. Le dommage collatéral était réel. Tu aurais dû penser à ta famille avant de coucher avec ma femme, dis-je. Les épaules de Colin s'affaissèrent. Je sais que j'ai eu tort, mais n'aurais-tu pas pu gérer ça différemment ? Me confronter en privé. Comme si tu m'avais donné le choix de faire confiance à ma femme ou non. Je secouai la tête. Tu as fait tes choix. Chaque conséquence à laquelle tu fais face est un résultat direct de tes actions. S'il te plaît, murmura-t-il, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour arranger ça ? Je regardais l'homme qui avait été mon patron pendant 4 ans, qui avait signé mes évaluations de performance et approuvé mes promotions, qui m'avait envoyé à Denver pour pouvoir coucher avec ma femme dans mon lit. Non, dis-je. Il n'y a rien que tu puisses faire. Il hocha la tête et se tourna pour partir, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Je sais que ça ne veut plus rien dire maintenant. Tu as raison, dis-je. Ça ne veut rien dire. Après son départ, j'ai vérifié mon téléphone. 17 appels manqués d'Émilie, 23 messages textes. Le dernier disait, s'il te plaît, appelle-moi. Ma vie s'écroule. Je n'ai nulle part où aller. J'ai supprimé le message sans répondre. À 14h, Sarah a appelé avec les derniers détails. Morrison Industries avait accepté ma contre-offre. 12 mois de salaire complet, 2 ans d'avantages sociaux, pas d'accord de non-divulgation. Le licenciement de Colin était officiel. Les papiers du divorce d'Émilie seraient signifiés demain. C'est fini, dit Sarah. Vous avez gagné. Mais assis seul dans ma maison vide, entouré des décombres de mon ancienne vie, gagner ressemblait remarquablement à perdre. Je suis allé à la cuisine et j'ai trouvé les fleurs que j'avais achetées il y a 2 nuits, maintenant fanées et brunes. Le vin était toujours là aussi. La bouteille que j'avais prévu de partager avec Émilie. J'ai jeté les fleurs à la poubelle et mis le vin au réfrigérateur. Dehors, le quartier continuait sa routine tranquille. Madame Chen travaillait toujours dans son jardin. Le facteur faisait sa tournée. La vie normale continuait. Mais quelque chose avait changé. L'homme qui était rentré de Denver avec des fleurs et de l'amour avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus froid, de plus calculateur. Quelqu'un qui avait appris que la confiance était un luxe et la vengeance une nécessité. Quelqu'un qui avait découvert que la justice, aussi parfaitement exécutée soit-elle, ne pouvait pas restaurer ce qui avait été perdu.
Le café de la 5e rue était devenu mon arrêt matinal habituel, un rituel que j'avais développé dans les mois qui ont suivi le grand bouleversement. J'aimais son anonymat, la façon dont je pouvais m'asseoir dans la banquette du coin sans que personne n'attende de conversation ou de sympathie. Je lisais la section des affaires quand j'ai vu le titre « Un ancien dirigeant de Morrison Industries se déclare en faillite ». L'article était bref, clinique dans sa description de la chute de Colin Morrison. L'exil professionnel, les frais de justice croissants et les coûts du divorce l'avaient dépouillé de la vie confortable qu'il avait bâtie en 20 ans. L'histoire mentionnait son emploi actuel dans une start-up de logiciels du centre-ville, un poste payé un tiers de son ancien salaire. L'article le traitait comme n'importe quel autre dirigeant déchu. Je n'ai rien ressenti. Il y a 6 mois, lire la suite de la déchéance de Colin m'aurait apporté de la satisfaction. Maintenant, ce n'était qu'une information, aussi pertinente que le bulletin météo. Mon téléphone a vibré avec un texto de Rachel. Toujours d'accord pour dîner ce soir? Je pense à ce restaurant italien sur Market Street. Rachel était chef de projet dans ma nouvelle entreprise, une société de logiciels spécialisée dans le conseil financier. Nous sortions ensemble depuis 3 mois, une relation qui était passée lentement du respect professionnel à une affection sincère. Elle était l'opposé d'Émilie dans tout ce qui comptait. Directe au lieu de trompeuse, optimiste au lieu de manipulatrice. J'ai hâte, ai-je répondu par texto. 19h, parfait. Porte la chemise bleue. Elle fait ressortir tes yeux. Mon nouveau travail était stimulant mais gratifiant. Le salaire était comparable à celui de Morrison Industries, et l'indemnité de départ m'avait donné du temps pour la transition sans pression financière. À l'épicerie, je comparais des tomates quand je l'ai vue. Émilie se tenait à 3 allées de là, portant la robe bleue que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, mais j'ai reconnu sa posture. Elle avait l'air plus âgée, plus mince, avec l'apparence usée de quelqu'un qui porte un lourd fardeau. Elle s'est approchée lentement, son chariot à moitié vide comparé au mien, bien rempli. « Daniel », dit-elle doucement. « Salut, Émilie. Comment vas-tu ? Je me débrouille. Je travaille toujours à l'école primaire. Dans un autre district. » J'ai hoché la tête. J'avais entendu dire qu'elle avait été forcée de changer d'établissement après que le scandale soit devenu public. « Tu as l'air bien, dit-elle, une surprise sincère dans la voix. Heureux. Je le suis. Les choses vont mieux maintenant. Elle jeta un coup d'œil à mon chariot, observant les ingrédients pour le dîner de demain. Le vin, les fleurs que j'avais achetées pour Rachel. Quelqu'un de spécial ? Oui, dis-je simplement. Émilie hocha la tête, ses yeux brillants. J'en suis contente. Tu mérites d'être heureux, Daniel. Je sais que ça ne change rien, dit-elle finalement. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Pas seulement pour ce que j'ai fait, mais pour la façon dont je l'ai fait. Pour les mensonges, pour t'avoir fait sentir fou quand tu posais des questions. J'ai étudié son visage, cherchant la manipulation, mais elle semblait sincèrement brisée, sincèrement repentante. Je sais, dis-je. Mais Émilie, être désolé n'efface pas ce qui s'est passé. Ça ne me rend pas l'année que j'ai perdue à penser que j'étais heureusement marié. Elle a tressailli. Je me déteste pour ça. J'ai jeté la meilleure chose de ma vie pour rien. Colin n'était rien comparé à ce que nous avions. Alors pourquoi l'as-tu fait ? Je ne sais pas, dit-elle, les larmes coulant. Je m'ennuyais, je suppose. Je me sentais prise pour acquise. Colin me faisait sentir excitante, comme si j'étais spéciale. J'ai senti une colère familière monter, mais à côté, il y avait autre chose. De la pitié. Émilie avait échangé 15 ans de mariage pour 6 mois de sensations excitantes. Tu comptais, dis-je. Tu comptais pour moi plus que tout. Je sais, murmura-t-elle. Je le sais maintenant. Je devrais y aller, dit-elle. Je ne veux pas rendre ça plus difficile. Émilie, dis-je alors qu'elle commençait à se détourner. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras ton chemin vers une vie meilleure. Elle a souri. Le premier vrai sourire que je voyais d'elle depuis des années. Merci. Ça signifie plus que tu ne le penses. Je l'ai regardé s'éloigner, diminué par ses choix. Je n'ai ressenti aucune satisfaction dans ses difficultés, aucune justification dans ses larmes, juste un vide et la connaissance tranquille que certaines choses, une fois brisées, ne pouvaient jamais être réparées.
Ce soir-là, Rachel et moi étions assis l'un en face de l'autre au restaurant italien, partageant du vin et discutant. Elle m'a parlé de sa journée, de ses projets pour le week-end. « Tu es silencieux ce soir », dit-elle alors que nous marchions vers nos voitures. « Tout va bien ? » « J'ai vu Émilie aujourd'hui, dis-je. À l'épicerie. Comment c'était ? Étrange. Triste. Elle s'est excusée et je crois qu'elle était sincère. Et comment te sens-tu par rapport à ça ? Soulagé, peut-être. Comme un chapitre qui se ferme enfin. Rachel hocha la tête et me prit la main. Bien, parce que je suis beaucoup plus intéressé par cette partie de ta vie. Nous nous tenions sur le trottoir, sa main chaude dans la mienne, les lumières de la ville se reflétant sur le pavé mouillé. Il y a 6 mois, je n'aurais pas pu imaginer ce moment. À la maison, je me suis versé un verre de vin et j'ai regardé la vie que j'avais construite sur les décombres de mon mariage. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était la mienne. Bâtie sur la vérité au lieu des mensonges. J'ai repensé à la question d'Émilie. Ma vengeance en valait-elle la peine ? La réponse était compliquée. Justice avait été rendue, mais à un coût. J'étais devenu quelqu'un de plus dur, de plus calculateur, de moins confiant. Mais j'avais aussi appris que la trahison n'avait pas à être la fin de l'histoire. Qu'il était possible de reconstruire, de guérir, de trouver quelque chose de mieux. L'homme qui était rentré de Denver cette nuit-là avait disparu. Mais l'homme qui restait, marqué mais plus fort, était prêt à aimer à nouveau, à faire confiance à nouveau, à construire quelque chose de réel. Ce n'était pas la fin que j'avais prévue, mais c'était le début que j'avais choisi. Et c'était suffisant. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire ci-dessous. Votre soutien aide l'algorithme à diffuser mon contenu plus largement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Cela m'aide vraiment à continuer de créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.